Bienvenue sur le Train to Rehab podcast, le rendez-vous des sportifs qui veulent aller loin sans finir cassés. Je m'appelle Thomas, je suis kiné, coach et passionné de sport d'endurance. Ici, on parle blessures, performance, réathlétisation et même un peu de business pour celles et ceux qui vivent du sport et veulent en faire leur métier. L'objectif, te donner les clés pour mieux comprendre ton corps, t'entraîner plus intelligemment et continuer à progresser, que tu sois blessé, en reprise ou en quête de performance durable. Allez, on attaque l'épisode du jour. Salut Antoine, comment tu vas ? Hello Thomas, en forme? Et toi, merci de m'avoir convié à ce bel échange. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. C'est Joey qu'on a en ami en commun qui nous a mis en contact, donc qui m'a Exactement. montré ton profil, etc. Je pense qu'on va avoir plein de sujets hyper intéressants à aborder aujourd'hui. On a environ 2 heures devant nous, donc ça va être un chouette échange, je l'espère. Pour ceux qui te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Et bah ouais Thomas, encore une fois, merci pour l'invitation. Moi c'est très simple, c'est Antoine Tripose, je suis originaire de la vallée de l'Arve, donc c'est vraiment la vallée qui s'étend entre Genève et Chamonix, donc on est au cœur des montagnes. Et pourtant, quand j'ai vécu mes 17 premières années de ma vie, j'étais pas fan des montagnes, j'étais pas fan du sport, alors que c'est vraiment le berceau même, hein, tu sais, Haute-Savoie, Annecy, Chamonix, berceau du trail. À cette époque-là, j'étais pas du tout dans cette optique-là, des sports collectifs, parce que mes parents m'ont mis là-dedans, bien aimé, c'est tout, sans plus. Et après, on est passé aux études. À 17 ans, j'ai quitté mes parents, je suis parti faire mes études 3 ans à Chambéry, 2 ans à Lyon, et ensuite école de commerce, parce que je savais pas quoi faire. Donc je suis allé dans le commerce. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à step up. En fait, si tu veux, j'ai eu quelques événements à l'époque, au collège surtout, où il y avait quelques bastons et quelques embrouilles. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans l'incapacité totale de me défendre par manque de force physique et aussi juste de connaissances dans le monde du sport, de la boxe, ce genre de choses. Ça m'a mis un peu le truc à l'esprit et je me suis dit non, il faut que je sache me défendre. Donc j'ai commencé à faire un peu de sport dans mon garage, dans ma cave. Et j'ai pris goût un petit peu. Après, les études sont passées. J'ai commencé à faire mon premier CDI. En 2020-2021, pendant mon master, je rencontre une personne, un ami avec qui on monte un business. Donc, c'est mon premier rapport à l'entrepreneuriat. J'avais toujours eu quelques petites idées d'entrepreneuriat. Tu sais, à l'époque, créer une marque de vêtements, créer une application. J'avais toujours eu des idées, mais j'avais rien fait. Et du coup, en 2020-2021, on crée notre première boîte qui s'appelle Smart Investments, où on fait du contenu gratuit au début pour communiquer un petit peu sur les finances, l'investissement, donc sur YouTube, Instagram. Ça marche très bien, on monte une communauté de plus de 16 000, 20 000 personnes, et on se dit, en fait, on pourrait potentiellement proposer quelque chose, une prestation payante, en fait, pour apprendre encore plus aux gens comment ça marche, et ne pas utiliser notre temps gratuitement, parce qu'à l'époque, on aidait les gens gratuitement tous les jours, on appelait les gens après notre CDI, et c'était notre passion, quoi. Et donc cette boîte-là, elle a duré 4 ans à côté de nos études. J'ai terminé mes études. Entre-temps, pendant la boîte, j'ai été embauché par Volvo dans le côté finance et nouvelles technologies. Donc je suis monté au siège social de Volvo pour y habiter, qui est en Suède, à Gothenburg en Suède. Donc j'ai habité 2 ans et demi au total dans les pays nordiques entre Finlande et Suède. Et là-bas, j'ai eu un gros craquage, un des plus gros déclics de ma vie. Je monte à 95 kilos. J'avais donc le CDI plus ma boîte à côté. Ça prenait beaucoup de temps. Je faisais que de bosser. Et en fait, à 95 kilos, je pète un plomb. Je me rappelle très bien de ce moment-là, ce déclic-là. J'étais en Laponie, en vacances avec ma famille. Mon frère me prend en vidéo, on sort d'un sauna bain froid. Il me filme. Et en fait, je me vois sur le téléphone de mon frère. Et c'était la première fois que je me voyais sur le téléphone de quelqu'un d'autre torse nu, sans faire le beau, tu sais, sans contracter, sans quoi que ce soit. Et en vrai, ce que j'ai vu, ça m'a dégoûté. En fait, je me suis pas reconnu, quoi. Tu sais, j'ai vu quelqu'un de gros, en fait, et je me voilais la face. Et à ce moment-là, ça a été un déclic. J'ai commencé à courir au début pour perdre du poids. Et en même temps, ça m'a permis de renouer un lien avec mon père. Je pense qu'on en parlera dans le podcast aussi, la relation que j'ai avec mon père, c'est un truc super important. Et en fait, quand j'ai commencé à courir, je tombais passionné, puis obsédé par les sports d'endurance. Ça m'a aidé à perdre 15 kilos, ça m'a aidé à recréer un gros lien avec mon père. Et à ce moment-là, j'ai décidé aussi de partir à l'étranger. Je suis parti une semaine, 10 jours en Albanie. J'ai proposé à 10 potes à moi de partir avec moi, de se mettre dans une maison au milieu des montagnes pour découvrir de nouveaux sports, pour faire des choses en fait qui nous sortent de notre quotidien. Ça a été un déclic, j'ai monté une deuxième boîte où en fait chaque année on crée une exploration de groupe. Donc chaque année on part dans une destination à l'autre bout du monde et on part avec 10 personnes à qui je propose sur les réseaux. Et on va explorer, on fait des aventures, des traversées, des sports de combat. Donc on a fait Albanie, Monténégro, désert du Sahara, etc. Et ensuite j'ai continué vraiment à mettre de passion et d'obsession par les sports d'endurance, par l'exploration, le voyage. J'ai voyagé dans plus de 28 pays avant mes 25 ans. Aujourd'hui j'en ai 26.
Et ensuite, 2024-2025, je clôture ma boîte dans l'investissement. Je vends mes parts parce que l'investissement me plaisait plus du tout. Je n'étais plus passionné par ça. Ma passion, c'était courir en montagne, c'était faire des traversées à vélo, c'était tout ça. Parce que j'avais commencé à me challenger sur plein d'aspects différents. Et donc, je monte ma troisième boîte. Donc aujourd'hui, j'en ai deux, Born for More, qui est la troisième, où cette fois-ci, à mon tour, j'accompagne des personnes, des aventuriers, des compétiteurs, à préparer leur compétition sportive, leur aventure. Et ça, c'est mon quotidien. C'est ce que je fais dans 95% de mon temps. Et 5% de mon temps autre, c'est sur ma boîte d'exploration. Très stylé, Voilà, très Thomas. stylé. J'aime bien. C'est pour ça que j'adore ton profil aussi, avec ce fil rouge entre entrepreneuriat et sport. Donc le côté entrepreneuriat où tu vas avoir une charge de travail importante, mais qu'il faut arriver à coupler avec un volume de plus en plus important à l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aborder. Tu vas nous donner tes petits secrets pour essayer d'accumuler les deux. Euh, Aujourd'hui, ton pourquoi l'entraînement, pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu vas faire ces sorties, pourquoi tu vas faire les défis dont on va parler aussi, est-ce que c'est le même qu'à la base, c'est-à-dire rester fit, rester bien dans ta peau, garder un poids correct, ou il a évolué depuis? Hmm. Non, tu as tout à fait raison, il a bien évolué. C'est sûr qu'au début, c'était plus vital, question de survie. Ça a toujours été comme ça en fait. Moi, je m'étais toujours bougé le cul quand c'était une question de survie. À l'époque, quand c'était battu au collège, etc., et que j'ai pris une branlée, là, c'était une question de survie en fait. Il fallait que je me défende. Quand je faisais 95 kilos, c'était une question de survie. Il faut que je perde du poids, il faut que je puisse bouger, il faut que je puisse faire des choses avec mon corps. Et ça a changé, ouais. Ça a changé en fait, d'où l'intérêt que le sport, l'aventure, l'exploration est devenu un intérêt au début, une nécessité, puis une passion, puis une obsession. Et quand on parle de passion et d'obsession, forcément, c'est plus simplement pour la santé et juste l'aspect physique. Non, non, en fait, j'y trouve beaucoup de réponses. En fait, c'est vraiment quand j'ai des choix à prendre dans ma vie, des décisions à prendre, des trucs que je ne comprends pas, où j'ai besoin de prendre du recul. Quand je m'envoie une traversée ou une aventure, en fait, j'ai le temps qu'il faut pour trouver toutes les réponses à mes questions. Parce que très souvent, toutes les réponses à nos plus grandes questions, elles sont déjà à l'intérieur de nous. Il suffit juste de les chercher. Sauf que le problème de notre génération, c'est qu'on passe 0% de notre temps dans notre tête tout seul. On est toujours au travail, on a toujours une vidéo sur YouTube, on est toujours en train de scroller, ou on a toujours une musique dans les oreilles. Même quand on va à la salle, on a une musique. Même quand on va courir, on a une musique. Donc en fait, on n'est jamais vraiment nous-mêmes avec notre esprit, ce qui ne nous permet pas du coup de réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre vie, où on veut aller, quelles décisions on doit prendre pour vraiment vivre une vie où on prend plus de plaisir au quotidien. Et donc moi, je trouve ça dans le sport, dans l'exploration, dans l'aventure. Donc déjà ça fait déjà partie d'une de mes raisons, d'un des pourquoi. Le deuxième pourquoi aussi, c'est que faut savoir que moi, depuis plusieurs années, grâce à l'entrepreneuriat, j'ai vite compris que mon bonheur était énormément lié à la quantité et qualité d'émotions et de sensations que je ressentais dans mon quotidien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En fait, c'est plus je vais ressentir des sensations, des émotions fortes, plus je vais me sentir vivant. Et encore une fois, ça peut être bon et mauvais. Et donc, en fait, j'ai simplement remarqué que les endroits où tu ressentais le plus d'émotions et de sensations, c'est quand tu te mettais dans les endroits à risque, quand tu sortais de ta zone de confort, ou quand tu partais faire quelque chose qui te dépassait totalement. Et donc, typiquement, je te donne un exemple, j'ai traversé la moitié de la France à vélo, donc on parle de 500 km et 4500 mètres de D+, l'équivalent du Mont Blanc en dénivelé. Pendant cette traversée-là, j'étais seul, sans musique, et je peux te dire que ça m'a pris 3 jours au total, je peux te dire qu'en 3 jours, j'ai vécu l'équivalent d'un an de vie en fait. Des moments de très haut, de gratitude, de fierté, d'accomplissement, des moments de très bas, de doute, d'envie d'abandonner. Et toutes ces choses-là que tu ressens en fait peut-être une fois par an, j'ai ressenti ça de façon très condensée en 3 jours. Et ça me rend en fait riche, tu vois, pas riche d'argent financier, mais riche d'expériences, d'histoires à raconter à table, à mes enfants plus tard. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est de ressentir des choses fortes qui vont me créer des histoires, des expériences qui seront marquées à vie et qui comblent mon présent et mon futur de bonheur. Et la troisième raison aussi, c'est que depuis 2020, je crée du contenu. J'adore ça. Donc j'ai fait ça au début parce que j'aimais bien ça. Puis en fait, ça m'a toujours servi. Aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait penser au moins à commencer les réseaux. Même si ce n'est pas pour un objectif financier ou entrepreneurial, je pense que c'est bien d'avoir une communauté, de commencer à partager qui on est, ce qu'on fait et notre évolution. Parce qu'au final, les gens qui me connaissent depuis 2020, quand j'ai commencé à créer du contenu, ils m'ont vu évoluer. Tout ce que je vais te dire dans ce podcast-là, eux, ils l'ont vécu avec moi.
Et donc derrière, moi, ça me permet d'avoir des gens qui vont me supporter, me soutenir, qui vont consommer mes produits, mes services, et donc me faire vivre au final aussi d'une certaine façon. En plus de me motiver, en plus de me donner la dalle, parce que c'est eux ma source d'énergie en plus. Donc ça, c'est ma quatrième raison, c'est de pouvoir laisser mon empreinte, de potentiellement impacter, inspirer d'autres personnes à faire aussi des choses qui les dépassent. Et encore une fois, les choses qui les dépassent, c'est pas forcément traverser la France à vélo. Ça peut être aussi de s'autoriser à perdre du poids, de faire son premier voyage seul, d'oser quitter son travail parce qu'il ne nous plaît pas et d'en chercher un autre. C'est des décisions en fait qu'on n'arrive pas à prendre. Et j'ai remarqué très tôt qu'en créant du contenu, je permettais de donner cette petite étincelle à d'autres personnes. Et donc ça m'a beaucoup plu et j'ai envie de continuer ça, de laisser mon empreinte tout simplement. Donc voilà les trois raisons, Thomas. Petite interruption pour te dire que si tu cours régulièrement, il y a de fortes chances que tu sois dans une de ces trois situations. Tu es blessé et tu ne sais pas comment reprendre sans rechute, tu t'entraînes beaucoup mais tu stagnes, ou tu doutes en permanence de ce que tu fais à l'entraînement. Dans les trois cas, le problème c'est rarement la motivation, c'est souvent l'absence de cadre. Et c'est pour ça que j'ai créé Train to Rehab, un cadre structuré pour progresser sans douleur et avec logique. Tu as deux options, Train to Restart si tu es blessé, et Train to Perform si tu n'es pas blessé et que tu veux progresser. L'objectif, ce n'est pas de te rendre dépendant, c'est de te rendre autonome. Donc si tu veux voir comment c'est organisé, le lien est en description. Vraiment stylé. Ça me rappelle ce que m'avait dit Joey quand on avait fait le podcast ensemble. Il m'avait dit exactement la même chose. Je me sens vivant quand je vais chercher au-delà de mes limites, quand je vais chercher des gros défis, quelque chose que je sais que peu de personnes font dans leur quotidien. C'est là où moi je me sens vivant quand j'ai mal, quand je suis en souffrance, etc. Ce qu'il faut arriver aussi faut arriver à choisir les phases où on se met dans ce processus-là. On en reparlera aussi. Et puis, le deuxième point, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut conseiller. Toi, tu as fait ton défi de la moitié de la traversée de la France sans écouteurs. Ça, moi, c'est quelque chose que je recommande à tous nos auditeurs aussi de tester. Ça fait vraiment un bien fou parce que en courant, c'est facile d'avoir le réflexe de venir mettre les écouteurs, de venir écouter des podcasts, de la musique. En fait, les mêmes choses du quotidien, mais je trouve que tu as entièrement raison sur le fait que on est jamais seul face à nos pensées. Même des fois, quand on s'endort, on va s'endormir devant quelque chose et on n'a jamais le temps de laisser à notre esprit de gambader, d'avoir cette créativité, de faire les connexions, de mettre des liens entre les différents éléments qu'on a vus dans la journée et essayer de faire ça rien que sur une sortie de 20 minutes, 30 minutes. Et franchement, c'est un bonheur. Ça fait mal au début quand on est habitué à avoir quelque chose dans les oreilles. Ça fait mal vraiment 1 minute, genre le temps de sortir et de commencer à courir. Et après, on est dans les pensées et c'est une sorte de méditation qui est vraiment incroyable. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et ensuite, quand tu as commencé la course à pied, justement, tu as voulu commencer à perdre du poids grâce à ce sport-là. Comment tu as vécu tes premières semaines d'entraînement? Toi qui en avais pas beaucoup fait, je pense, avant. Ouais, non. En fait, si tu veux, le plus gros challenge quand quelqu'un commence un sport ou une nouvelle routine ou quoi que ce soit, en fait, c'est que tu n'as pas de discipline, de routine, de constance, de régularité. Là, aujourd'hui, quand je te parle, pour moi, en fait, même pour toi, regarde Thomas, aujourd'hui, tu vas manger, naturellement, tu vas te brosser les dents après, tu vois. Pour autant, c'est un effort, c'est pour avoir la déterre d'aller se brosser les dents. Mais en fait, on parle même plus de détermination et de constance, de régularité sur le fait de se brosser les dents. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. C'est instinctif. Et en fait, de mettre une action en habitude, ça, c'est complexe. Et c'est ça la clé en fait, parce que si tu arrives à passer une action en habitude, tu peux développer les habitudes que tu veux et tu peux créer la vie un peu que tu veux. Mais ça, c'est très complexe au début. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé la course à pied, en l'occurrence, j'avais aucune régularité, j'avais aucune constance, j'avais aucune organisation, j'avais aucun plan. Le seul truc que j'avais en tête, c'est que je m'étais dit, ok, courir, je perds des calories, je peux perdre du poids. On y va. C'était ça l'idée au début, tu vois. Donc, j'allais courir, il n'y avait aucune structure. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, bah écoute, si je veux devenir meilleur, si je veux vraiment avoir une perte de poids importante, il va falloir que je me structure avec un agenda, de me dire, ok, bah je cours combien de fois par semaine, à quoi ressemblent mes courses, combien de kilomètres, combien de temps, et de m'intéresser. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir l'IA,
À l'époque, je l'avais pas. Mais aujourd'hui, avec l'IA, voilà, tu poses une question, bah, il te donne un plan, un programme en 30 secondes si tu veux commencer le running. Maintenant, voilà, faut s'y tenir. Et c'est sûr que l'habitude ne va pas se créer en un claquement de doigts. Moi, selon moi, avec mon expérience, je pense que en te forçant à faire une action minimum 30 jours, ça peut commencer à devenir une habitude. 3 mois, c'est sûr et 100%. Au bout d'un mois, tu as déjà des réflexes et beaucoup moins de contraintes à faire cette action régulièrement, quoi. Ouais, je sais que c'est dans le livre que tu as sans doute lu, du coup, sur les habitudes Atomic Habits Je ne connais pas. euh, de James Clear. Bah, je te le recommande Ok. vraiment. Après, là-dessus, sur le sujet-là, aujourd'hui, tu es calé, mais même pour les auditeurs. Et Hmm. lui, il me semble qu'il parle d'une durée autour de 60 jours, Ok, bah je tu vois, crois, c'est entre même les deux, ouais. dans les études. Alors, bien sûr, c'est comme tous les chiffres comme ça, c'est toujours un peu des moyennes. Mais c'est autour de 60 jours d'avoir Hmm. fait régulièrement quelque chose que ça commence à s'ancrer, ça commence à être plus confortable à faire. Donc tout se construit dans la durée, on va dire. Ouais, ouais. Et, et quand après quelques semaines de course à pied, quand tu as commencé à perdre du poids, etc., tu as senti que, par exemple, au boulot, tu étais plus efficace. En fait, le truc, c'est que ce moment-là, ça a été un gros switch pour moi parce que mes passions ont changé. Donc, j'avais plus d'énergie dans les choses que je voulais vraiment faire au fond de moi, mais moins d'énergie dans les choses que je voulais plus faire. Et Mm. ça, c'est un truc que je parle beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai appelé ça l'art du mouvement. J'en ai fait une vidéo. L'art du mouvement, c'est cette capacité à respecter, en tant qu'individu, nos passions, envies, valeurs, objectifs changent et qu'on ne peut pas rester bloqué sur ce qu'on fait. Et moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que bah, j'ai eu une carrière c'est un grand mot. J'ai commencé ma vie dans l'investissement, dans les finances, dans les nouvelles technologies. Et j'ai switché totalement pour mettre à 100% dans ma boîte, dans l'investissement. C'est super. Après, ma passion a changé. Je me suis mis dans le sport, dans l'exploration. En fait, de toujours accepter le fait qu'on change et de s'autoriser de changer sa vie, de restructurer sa vie en conséquence. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai fait un constat chez moi. Alors, je pense pas que ce soit chez tout le monde, mais chez moi, j'ai remarqué quelque chose, Thomas, c'est que je ne pourrai jamais donner 100% de ce que je peux offrir à ce monde si je ne bosse pas dans un écosystème qui me passionne. Si tu me demandes de faire quelque chose qui n'est pas dans ma passion, pas forcément que je sais faire, mais qui n'est pas dans ma passion, qui ne me passionne pas, qui ne m'intéresse pas, je vais le faire à fond, je vais le faire correctement, mais je ne pourrai jamais donner le maximum de ce que je peux donner au monde en fait. Et je me suis toujours dit que je ne m'autoriserai pas à me donner à moins que 100%. Donc si je veux faire quelque chose à 100%, il faut que je bosse dans quelque chose qui me passionne. Et s'il faut que je bosse dans quelque chose qui me passionne, il faut que je structure ma vie en conséquence. D'où le fait que je me suis toujours autorisé de switcher d'entreprise, de business, de CDI, de passion, de vie en fait, de déménager, de Mm. partir, de revenir et d'être aligné avec qui je suis et ce que je veux faire à l'instant T. Donc pour répondre à ta question, j'ai pas senti de gros changements sur mon CDI, sur mon travail, parce que c'est pas ça qui me passionnait. Par contre, elle s'est développée dans le sport, dans l'exploration, dans mon envie de mieux manger, dans toutes ces bonnes habitudes saines en fait. Parce que la raison était la perte de poids. Donc tout ce qui était en lien avec cette perte de poids, j'avais beaucoup plus envie de les faire. Ouais, j'avais vraiment une envie profonde, une curiosité. Je regardais des vidéos, des podcasts. Vraiment, j'essayais de comprendre en fait pour donner toutes les chances de mon côté d'aller vite et d'aller bien dans cette direction-là. Ouais, je te rejoins totalement sur le fait que je pense que ouais, c'est important même si à l'entraînement on va souffrir, on va se donner, mais quand même d'avoir cette notion de plaisir, Hmm. faire ce qu'on aime, que ce soit dans la douceur ou la souffrance, mais au fond on aime et surtout quelque chose où on va avoir une certaine curiosité, une Ouais, certaine ouais, très important. Le mot curiosité que tu as dit, Thomas, il est super important, vraiment. Il est ultra sous-coté. La curiosité, c'est une vraie valeur, une vraie compétence. ouais. Et moi je sais que je sais quand un sujet m'intéresse, c'est quand je ferme l'ordi le soir et je me dis, putain, j'ai envie d'y passer la Ouais. nuit entière. J'ai envie d'y passer. Et moi, je suis un énorme dormeur. Moi, je suis réglé. Hmm. À 22 heures, je suis au lit. Excellent. Mais il y a des sujets, c'est pas tout le temps. Et des fois, je ferme l'ordi et je me dis, là, si j'avais pas cette discipline sur le sommeil et si j'avais pas d'autres obligations après, j'y passerais la nuit parce que ça te donne de l'énergie justement. Ouais. Tu Ah ressens ouais, pas ouais, de de fou. fatigue et t'as envie de plonger dedans quoi. Et c'est vrai que voilà, trouver
trouver ses passions, c'est vraiment C'est game un gros changer. sujet, ça. Ouais. Et Mm. tu vois, j'ai même, à, à contrario, des fois, tu as des sujets que tu as tellement poncé, tu as tellement mis d'efforts et tout, que tu commences à perdre cette appétence-là. Et des fois, moi, avec mon ressenti, le conseil que je pourrais donner, c'est peut-être parfois de laisser changer, tu vois, comme tu as dit, être Mm. mobile, de changer. Et des fois, en fait, la passion du sujet qui commençait à nous à plus être aussi intéressant, on n'arrivait plus à mettre autant d'énergie, et ben cette passion, elle revient naturellement Ouais. parce que si tu Ouais. as été passionné un jour, il n'y a pas de raison Mm. que ce truc-là ne t'intéresse plus, tu vois. Je sais pas Mm, ce que mm. tu en penses, toi, justement là-dessus. Toi Non, je qui, suis plutôt qui a d'accord. beaucoup bougé de vie. Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Non, non, je suis aligné avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, je vais donner un conseil aussi en lien avec la question que tu m'as posée tout à l'heure, sur la capacité justement à commencer une nouvelle action et s'y tenir et l'habitude. Moi, il y a un truc qui m'a énormément aidé dans les sports d'endurance, c'est qu'en fait, j'ai très vite réservé des dossards, des compétitions. Et c'est vrai que je me suis découvert assez compétiteur. Donc ça me stimulait énormément de savoir que j'avais une échéance. Ça m'obligeait encore plus à avoir une certaine structure, de m'entraîner vraiment, de me préparer. Et en fait, j'ai commencé comme ça, à avoir toujours voilà, un dossard qui arrivait. Et ça m'a vraiment, vraiment ultra aidé. Parce qu'en fait, j'étais obligé de m'entraîner. Et ça a été un des facteurs qui a fait que j'ai progressé rapidement. C'est que j'avais toujours des échéances et donc j'avais toujours cette notion d'urgence qu'on perd aujourd'hui. La notion d'urgence, elle est ultra importante. Les gens n'agissent plus dans l'urgence. Il faut agir dans l'urgence. Tu as une idée, on la fait direct. Tu as une envie, Mm. on y va direct. Tu vois, pas remettre tout le temps les choses à demain. On le fait. Et cette notion d'urgence, elle est ultra importante. Elle est Ouais, ultra importante. carrément, carrément. Et du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours sportif, Mhm. c'est quel a été le premier vrai défi que tu t'es fixé? Alors, il y a plusieurs points. Euh, il y en a toute ma vie, j'ai eu des défis. Mais si je devais en citer un, déjà, le premier de ça, c'était le semi-marathon avec mon père. Voilà, donc déjà, on commence la course à pied. J'étais en plein dans la perte de poids. Mon père, il me dit, on vient, on se fait un truc. Je lui dis, bah, vas-y, pourquoi pas. On réserve le semi-marathon de Colmar. Donc ça a été déjà le premier défi parce que j'avais jamais fait de distance aussi grande, donc 21,1 km et quelques. Et donc, je me rappelle que juste pour savoir si j'étais capable de pouvoir finir un semi, 3 semaines avant, j'ai décidé de faire 21 km à Lyon. J'habitais à Lyon à l'époque, on avait les bureaux de notre boîte à Lyon. Et donc je suis parti de nuit faire les 21 km, ça a été dur. Ça a été dur, j'ai eu des hallucinations, vraiment, j'étais encore assez épais, hein. C'était vraiment une aventure. Et donc ça, c'était très 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 compliqué, mais ça m'a rassuré à l'idée que j'étais capable de faire 21 km. Donc quand je suis allé au semi, j'étais déjà un peu plus solide sur mes épaules. Maintenant, vraiment, le premier défi de challenge en autonomie pour moi, c'est ceux-là en fait qui te poussent le plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on oublie qu'il n'y a pas que des compétitions avec des dossards dans les sports d'endurance. Et que souvent, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que le chemin est balisé. Parce que tu as des points de ravito. Parce que tu sais où tu vas. Parce que tout est structuré en fait. Parce que tu as de la musique, tu as des gens qui crient, tu as de l'ambiance. Quand tu fais un projet off, c'est ma passion et ce que je fais le plus aujourd'hui, un projet non officiel, un projet où tu es tout seul, tu dois tout prévoir. Tu dois prévoir ton trajet, exactement ton trajet par où tu vas passer. Tu dois prévoir l'eau. Où est-ce que tu vas pouvoir prendre de l'eau si tu n'en as plus? Tu fais comment? Tu dois prévoir Bah ok, bah t'as pas de lumière, comment tu dois prévoir? Tu dois charger les piles, machin, tu dois prendre quoi? L'équipement, s'il pleut, s'il n'y a plus de batterie, s'il n'y a plus de réseau, tu passes par où dans ton chemin? Et tout ça, en fait, ça m'a ajouté cette notion d'aventure que j'aime énormément. Et donc, la première aventure que j'ai prévue, c'était une petite aventure à l'époque, mais qui me dépassait beaucoup, c'est que je suis parti à Clermont-Ferrand. J'ai pris un Airbnb à Clermont-Ferrand et je suis parti du centre-ville de Clermont et j'ai dit, bah, je vais aller faire tous les volcans d'Auvergne. Et donc, je suis parti en, en rando. C'était plus de la rando à l'époque, rando course un petit peu, mais je n'étais pas encore dans le trail. Et en fait, je suis allé jusqu'au Puy-de-Dôme, depuis le centre-ville de Clermont-Ferrand, et j'ai fait tous les puits, donc tous les volcans d'Auvergne, comme ça. Et donc, c'était un trajet qui a fait 50 km et 1900 mètres de D+. C'était ma première aventure. Et là, pendant cette aventure-là, bah, il a plu, il y a eu plein de trucs, plus de réseau. Donc là, c'était vraiment l'aventure. J'ai cru que j'allais y finir. Et en fait, c'est là où je me suis dit, putain, en fait, c'est incroyable ce que tu vis, quoi. J'ai l'impression d'avoir passé une semaine dans ces volcans, alors que bah, c'était sur une journée, quoi. Donc ça a été vraiment ma première, on va dire, aventure, premier défi. Et du coup, raconte-nous comment
ça s'est déroulé? Comment tu as réussi à justement surmonter Mm. ces problématiques, à retrouver les ressources à ce moment-là, alors que c'était la première fois que Mm. tu te mettais dans une telle situation? Mm. En fait, il faut savoir que déjà de base, c'est un sauvage, tu vois. On est des bêtes. On est la seule espèce au monde à avoir réussi à autant évoluer, à avoir réussi à créer le feu, à tuer des mammouths à l'époque. Je veux dire, à l'époque, aujourd'hui, on s'est vraiment civilisé, mais à l'époque, l'humain, il chassait à groupe de 5 des mammouths et il les suivait sur 120 km avant qu'ils s'épuisent de mammouth pour le tuer. On est la seule espèce à avoir la capacité de pouvoir avoir l'endurance et la capacité de jamais abandonner. Aucune espèce au monde animal a cette capacité à ne pas abandonner. Ils abandonnent tous. Et c'est normal. Nous, l'humain, on a cette capacité de jamais abandonner. On pouvait poursuivre des proies à l'infini jusqu'à qu'elles s'épuisent et qu'on les tue. Donc, on est des sauvages, nous, de base. Et en fait, dans un monde très civilisé, on perd ces notions-là, on perd cette appétence. Et quand tu pars dans l'aventure réveille cet instinct de survie, en fait. Et cet instinct de survie, il ne revient pas comme ça par magie quand tu es sur le canapé ou sur l'ordi, comme je suis d'ailleurs 80% de mon temps. Il arrive dans l'aventure, il arrive dans le risque. Et là, clairement, typiquement cette aventure-là, ouais, j'ai dû utiliser les instincts de survie. À un moment, je me suis retrouvé sur un puits, donc sur un volcan qui n'était pas balisé, donc j'ai dû aller par moi-même. Et il a commencé à avoir une tempête. Tout le monde est parti du coup des puits de Dôme, etc. Il n'y avait plus personne, strictement personne, et pas de réseau en haut. Et je me suis retrouvé totalement trempé, il faisait très froid. C'était en novembre, octobre 2024, une connerie comme ça. Et là, c'était complexe, parce que je me suis dit, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment rentrer. Il n'y a personne, j'ai plus d'eau, il pleut, comment je fais? Et là, tu as l'instinct de survie. Et là, tu fais comment? Là, il faut aller vite. Là, il faut réagir, là, il faut prendre des décisions. Il ne faut pas rester tétanisé, et là, il faut passer à l'action. Et donc, ces moments-là, en fait, de risque, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sa vie tous les 4 matins, on est bien d'accord. Mais je veux dire, c'est le moment où tu sors de la zone de confort, où c'est à risque, tu ressors un petit peu ce sauvage qui est en toi, cet instinct de survie qui te permet de pouvoir te débrouiller dans n'importe quelle situation. Dans la gestion de crise, en fait, à l'époque, je me rappelle, en école de commerce, il y avait un cours qui s'appelait gestion de crise. J'aimais pas ça à l'époque, pourtant c'est le plus important. C'est ok, demain, tu as un proche à toi qui meurt, tu as ton vol qui est annulé pour faire le voyage de ta vie. T'as tout qui part en couille, tu te fais quitter. Comment tu réagis? À quelle vitesse tu peux te remettre debout et passer à l'action? Parce que c'est ça qui va te différencier, toi et un autre. C'est juste à quelle vitesse tu passes à autre chose et on passe à l'action. Parce qu'on est tous malheureux, on est tous tristes, on est tous en colère quand il y a des événements comme ça. Tous! Il n'y a personne qui ne ressent rien. Par contre, ce qui va changer, c'est ta rapidité à te relever et passer à l'action. Et à être lucide, prendre les bonnes décisions. Et tout ça, tu ne le développes pas sur les réseaux ou quoi que ce soit. Il faut partir, il faut se challenger, il faut faire un voyage seul, il faut faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, il faut aller parler à des gens dans la rue. Il y a plein des choses en fait qui nous sortent de notre zone de confort en fait. Et c'est ça qui va réveiller un peu ce sauvage en nous, cet instinct de survie en fait qui nous permet de pouvoir gérer n'importe quelle situation. Je dis pas que je sais gérer n'importe quelle situation aujourd'hui, mais je prêche cette idée-là quoi. Ouais, c'est clair. Et j'avais commencé à écouter un podcast avec Jimmy Gressier là, qui est sorti il y a pas longtemps. Bien sûr. Et Jimmy le il boss. disait ce qui différencie vraiment les gens au haut niveau et puis juste les gens qui ont du talent et les gens qui vont vraiment réussir, c'est cette capacité à toujours retourner dans l'action. À ne avoir action, léger moment de réflexion pour avoir une espèce de phase d'apprentissage, mais toujours retourner dans l'action. Et même si tu tombes, si tu échoues, c'est quelque chose où en France on a encore un petit peu de mal. Ça va dans ça commence à venir, surtout avec notre génération, où ça devient, on banalise, on se dit un peu plus que l'échec n'est pas fondamentalement grave, mais bon, c'est pas encore gagné. C'est pas du tout gagné. Et en fait, les mecs qui arrivent au plus haut niveau, c'est les mecs qui ont échoué. Ça fait un peu phrase bateau de dire ça, mais je suis d'accord. Mais c'est totalement les vrai. mecs qui ont échoué le plus, quoi. Parce qu'ils ont appris, ils ont eu du feedback sur eux, et c'est ce qui leur permet après de s'améliorer. En fait, une victoire ne t'apprend rien. La victoire n'est pas formatrice. Elle ne t'apprend rien en fait. Qu'est-ce que tu apprends d'une victoire? Tu as réussi, ok, bam, boum, c'est bien, tu célèbres, après tu passes à autre chose. Tu n'apprends rien dans la réussite. On n'apprend strictement rien dans la réussite. On apprend uniquement quand on échoue.
quand on va essayer de prendre du recul et de comprendre pourquoi. Mais, et c'est là où, c'est pour ça que j'étais sceptique dans ce que tu as dit, oui, on est dans une génération où on a tellement entendu ces phrases bateau bullshit que l'échec, machin, etc. que oui, forcément, si tu demandes à quelqu'un l'échec, t'en penses quoi? Il va pas dire je déteste ça, il va te dire oui. Ça... Mais en fait, il y a savoir et il y a agir, tu vois. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération qui fait beaucoup mais qui n'agit pas beaucoup. Pourquoi? Exemple très concret. Aujourd'hui, tout le monde veut créer des business. Achat, revente, Vinted, et coaching, crypto-monnaie, hein, et j'en passe et j'en passe. Tout le monde veut créer des projets, des business. Et c'est très bien. Depuis le Covid, c'est en expansion. Mais regarde, ils vont créer un business, un projet, quelque chose, ça va durer 2 semaines, ça va pas marcher, et ils passent au prochain projet, au prochain business. Et ils comprennent pas pourquoi. Et ça, c'est important. Et moi, je le vois, j'étais le premier, je le vois chez mon frère, je le vois chez n'importe qui. Allez, on va essayer Vinted, on va faire de l'achat-revente Vinted. J'achète des vêtements, ok, t'as fait ça 2 semaines, ça va marcher, ok. Vas-y, j'investis en crypto, ça va marcher 2 semaines, ok. Je vais faire du marketing de réseau, ok, ça va marcher 2 semaines, ok. En fait, tu remues ta merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'apprends rien. Oui, certes, la victoire t'apprend rien, mais l'échec t'apprend rien si tu prends pas de recul. Donc c'est pour ça que Jimmy il dit un truc, comme tu l'as dit, il dit qu'il y a une phase de réflexion qui est super importante. Tu t'es fait larguer, t'as pas réussi, ça marche aussi comme ça, hein. Tu t'es fait larguer. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est dans ton comportement? Est-ce que c'est la personne en face? Qu'est-ce qui a fait que? Et tu vois, un point qui est super important, qui est lié à l'échec, et qui est super important, c'est vraiment le puzzle, c'est que tu ne peux pas apprendre si tu ne prends pas tout personnellement. Ouais, exactement. Il y a une C'est part ce que de responsabilité. j'allais tu vois. rebondir là-dessus. Ouais. C'est trop important en fait. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu es responsable. C'est la mentalité à avoir. L'exemple le plus concret que je vois chez tout le monde, mais c'est un exemple de merde, mais qui est tellement concret, c'est le truc de demain, Thomas. Je te prête mon ordi. Ok? Mon ordi, c'est toi qui l'as mon ordi, tu dois en prendre soin. Ok? Je t'ai dit, Thomas, tu en prends soin de mon ordi s'il y a un problème, machin. Toi, Thomas, demain, tu vas en cours, tu es avec l'ordi, il y a un mec qui renverse le café dessus. Et tu reviens vers moi et tu vas me dire, ah, Antoine, je suis désolé, mon collègue et tout. Ouais, mais non, c'est ta responsabilité, Thomas. Tu vois, c'est ta faute, Thomas. On s'en fout du mec au café. Je n'en ai rien à foutre de ce mec-là. C'est toi qui as la responsabilité de cet ordi, tu vois. Et cette notion de responsabilité, elle est méga importante. On doit tout prendre personnellement. Même une relation, tu as l'impression que c'est la personne en face. Non, c'est toi le problème. Parce que regarde, elle t'a trompé. Mais c'était à toi de voir que cette personne-là était susceptible de tromper avant de rentrer avec elle, tu vois. C'est pas la personne en face, le problème, c'est toi qui as accepté ça dès le début ou qui as analysé. Il faut tout prendre personnellement et c'est en prenant tout personnellement qu'on peut prendre du recul sur les échecs, apprendre et là que ça nous sert. Ouais, exactement. Moi, je suis totalement aligné avec toi. Et puis, garder, tu l'as dit, t'as donné l'exemple du business. Mais faire les choses assez longtemps dans le temps pour que ça marche. Et dans le sport, il n'y a pas de raccourci. Dans le business, on voit des réussites de mecs qui ont explosé parce qu'ils sont tombés dans la bonne niche, au bon moment, avec le bon fit, etc. Dans le sport, ça marche pas comme ça. Ton corps, il explose pas d'un coup. Tu peux pas être Ah si, un tout il explose. gringalet. Il explose, mais pas dans le bon sens. Ouais, mais pas dans le bon sens. Et du coup, il vient me voir pour mon expertise à moi. Et là, c'est problématique. Mais ça prend du temps. Et c'est Rudy Koya que j'ai eu en podcast qui me disait Rudy, c'est un peu notre papa à tous. Il est là depuis les années 2000. C'est le premier à faire des blogs, des machins. C'est le premier créateur de contenu, on va dire, francophone sur tout le côté muscu et tout, à avoir autant documenté. Et il disait tu réussis du jour au lendemain en 10 ans. Tu vois, il n'y a pas de raccourci et je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête et se relever et avoir et arriver à mettre tout au quotidien, le maximum possible, mais jamais se dire ok, j'ai tout mis, mais j'ai pas forcément eu le résultat. Faut arriver à dézoomer, je trouve. Et ouais, hyper important d'avoir cette vision long terme. Non, plutôt d'accord. Pas grand chose à rajouter là-dessus, t'as tout dit, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, comment ça s'est passé ce premier marathon là, ce premier semi, pardon? Et voilà, en fait, moi, c'est le truc qui s'est passé avec les dossards, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'en ai pris un, je me suis impressionné et je me suis surpris. Et là, en l'occurrence, le premier semi-marathon, je l'ai fait en 1h39.
alors que je faisais 95 kilos il y a quelques mois avant. Donc très surprenant. En fait, je pense que oui, il y a les conditions physiques, oui, il y a l'entraînement, oui, il y a l'expérience, mais il y a aussi, et ça joue beaucoup, euh, la rage, en fait, les tripes. Hmm. C'est-à-dire que tu as beau avoir des capacités de faire un semi en 1h24, peut-être que tu vas jamais aller à 1h24, tu ne sauras même pas, toi. Tu vas peut-être faire 1h30, 1h40, 1h50, parce qu'en fait, tu sors pas assez de rage, tu vois. Et cette notion de rage, de mental aussi, elle est super importante et elle te permet d'aller beaucoup plus loin. Et moi, c'est vrai que ça a été mon gros point fort au début, c'est que voilà, j'avais aucune expérience, j'avais jamais couru de ma vie et je commence de zéro. Mon passé il est entrepreneurial, c'est tout. J'ai pas de passé sportif vraiment sur ça. Par contre, j'avais les tripes, par contre, j'avais la rage et par contre, tu vois, en fait, j'ai une envie profonde de réaliser des choses qui me dépassent et j'en avais vraiment besoin pour me prouver que je pouvais faire de grandes choses dans ma vie. Et ce semi-marathon-là, il était là pour marquer ce tournant un petit peu, pour commencer un peu cette page-là. Et donc, tu sais, moi, il y a un truc aussi que j'ai vécu et que je vis et que je recommanderais à tout le monde de vivre s'ils peuvent vivre. C'est qu'en fait, moi, à chaque compétition, chaque dossard, chaque challenge, j'ai un moment dans la course, dans la compétition, dans le challenge, peu importe ce que c'est, où ce moment-là, c'est 4 secondes de frisson qui traverse tout mon corps. Et c'est un frisson qui est ultra emblématique, c'est une des meilleures sensations que j'ai jamais ressenties de ma vie, qui est ultra puissante, où en fait c'est vraiment un mélange de t'en es capable, de fierté, de putain, j'en parlais il y a 3 mois, je me suis entraîné pour et j'ai réussi. Et c'est vraiment une sensation d'épanouissement et de confiance inhumaine, vraiment. Et ce moment-là, il n'arrive jamais avant, jamais au moment de l'arrivée, jamais après. Il arrive au moment où je sais que je vais réussir. Donc c'est un peu vers la fin d'une course ou par exemple là, 1er janvier 2026, pour commencer l'année, j'ai fait 2026 pompes. Il y a un moment comme ça où j'ai vraiment ce frisson qui arrive d'un coup, il dure 4 secondes, il me traverse tout le corps. Et c'est vraiment un épanouissement total en fait, cette sensation-là, ce frisson de 3-4 secondes que j'ai vraiment au moment où je sais que je vais finaliser ce challenge, cette compétition, cette course. C'est un sentiment, une sensation que je n'échangerai contre rien au monde. C'est trop puissant. Incroyable. Incroyable. Trop Et puissant. c'est ce qui construit aussi ta confiance au fur et à mesure. Tu sais, toi qui es parti en n'aimant pas forcément ton apparence, etc., je suppose que la confiance a été pas forcément au plus haut. Enfin là, je présume, hein, mais tu me dis si je me trompe. Et progressivement, avec ces victoires-là, en ayant fait des choses, en étant passé à l'action et en ayant accompli des choses, et bah, tu construis cette confiance qui te permet d'aller chercher des challenges de plus en plus haut, quoi. Ouais, clairement. Moi, par contre, j'ai compris très tôt un truc qui m'a toujours servi, c'est qu'en fait, la confiance, c'est pas simplement se regarder dans le miroir et dire ouais, t'es un bonhomme. Ça, c'est plus voilà, sur les réseaux qu'on voit ça. Non, la confiance, elle se base en fait uniquement sur des choses que tu fais. Mm. Ok? La confiance, elle se base pas sur des choses que tu penses faire, elle se base sur des choses que tu fais. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si demain tu commences la course à pied, il y a un mec qui s'appelle Nathan, il vient vers moi, il me dit Antoine, j'ai jamais fait de course à pied. Et je lui dis cours 30 km. Il va me dire c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Par contre, si demain je vais avec lui, on court un 10 km, après on fait un 15 km 2 semaines après, etc. Et on arrive, on court un 20 km. Et qu'après le 20 km, là je lui dis eh ben, on va courir un 30 km dans un mois. Ben, lui, il va se baser sur ce qu'il a déjà fait. Il va prendre en fait sa vie de troisième personne, il va se dire bah, j'ai déjà fait un 10, un 20, bon tu rajoutes 10. Ouais, c'est comme si je faisais le 10 et 20, ben, en vrai j'en suis capable. Donc ta confiance elle se base sur les choses que tu fais. Donc quand tu veux développer une nouvelle compétence, connaissance ou un nouveau sport ou quoi que ce soit, à toi de jouer pour commencer à faire des petits trucs sur lesquels tu vas pouvoir te baser pour chercher la confiance qui permet de faire des gros trucs. Exactement, ouais. Tout Moi simplement. moi qui suis beaucoup de coureurs blessés, du coup, où bah, la confiance joue un rôle énorme, puisque quand moi je récupère les personnes, c'est souvent des gens qui ont un échec sur plusieurs tentatives de traitement, kiné Mm. conventionnel, coaching, programme d'entraînement, etc. Et gagner des toutes petites victoires, ça fait partie Ouais. du process. Je te prends un Mm. exemple parce que on a l'impression que on doit toujours pour qu'une séance elle soit validée, une séance de course, il faut que ça fasse minimum une demi-heure. T'as pas couru 5 km, tu t'es pas entraîné. Non, va Carrément. gagner ta première victoire en faisant 5 minutes, 30 secondes de course, 30 secondes de marche. Mm. Gagne cette victoire-là. Ok, tu l'as validée.
t'as pas eu mal, on passe à 10 minutes. Mais Et 100%. boum, tu construis ça. Mais Et 100%. 3 mois après, avec le temps, et bah, tu te retrouves à faire ton semi sans douleur, tu vois. Et ouais, essayer de. Il faut arriver à se dépasser, mais quand il y a des moments de doute, construisez des victoires. Et comme tu l'as très bien dit, Antoine, ça se fait dans l'action, quoi. Pas dans la réflexion. La réflexion, c'est toujours après l'action et pas l'inverse. Ouais, je suis d'accord. Un autre exemple, moi, il y a un sujet qui m'a passionné très jeune, c'était la communication, l'art de l'éloquence, s'exprimer, etc. Ça m'a toujours passionné. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, en me voyant bien communiquer, qui m'ont demandé, bah Antoine, voilà, comment tu fais, comment c'est arrivé d'un coup pour bien parler, bien t'exprimer. Et je leur ai dit, bah forcément, si demain je te dis, Max, d'aller parler à un mec dans la rue, une femme dans la rue, ça va te paraître tu vois, impossible. Par contre, si je te dis, bah let's go, aujourd'hui tu vas dire bonjour à 5 personnes dans la rue. Puis dans une semaine, tu vas complimenter quelqu'un sur sa veste, puis un autre sur son sac à main. Et en fait, plus tu fais des petites wins, plus tu te construis ta confiance. Ça marche comme ça. Exemple très concret. J'ai une backyard fin avril. Ça, c'est un de mes plus gros objectifs de l'année. Bah, forcément, je ne sais pas combien de kilomètres je vais faire. Un backyard pour ma backyard, encore une fois, c'est une boucle de 6,7 km que tu fais chaque heure, qui s'arrête uniquement quand tu abandonnes. Mais sur quoi je me base, du coup, pour gagner ma confiance et me dire, ok, je vais faire tant de kilomètres? Pas sur ce que j'ai déjà fait. Je sais que j'ai déjà fait une course, par exemple, la traversée d'Annecy-Chambéry, que j'ai fait 2 fois, 72 km et 3005. Donc forcément, je peux aller un peu plus loin, vu que c'était il y a longtemps que j'ai pris de l'XP. Donc je sais déjà que je peux aller vers les 100 km, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, il faut comprendre. Il y a David Goggins, il appelle ça la cookie jar. La boîte à cookies. La boîte à cookies, c'est ça, c'est une boîte où tu mets des petites victoires, en fait. Et plus tu vas avoir de victoires là-dedans, plus tu as de la confiance, plus tu as de la confiance, plus tu fais des choses, plus tu fais des choses, plus bah, tu vis une vie riche. Ouais, carrément. Basta. Carrément. Et tout à l'heure, là, sur les défis, tu as parlé de rage de vaincre. C'était quelque chose qu'il fallait un petit peu cultiver. Euh, et comment on le développe, ça? Déjà, est-ce qu'on peut le développer? Et si Je, oui, comment on le développe? je pense qu'on ne peut pas le fake. Tu peux pas le créer de nulle part. Par contre, tu peux la développer en la liant à quelque chose de ta vie. Hmm. Parce que, pourquoi? Il y a des gens qui ont cette rage instinctivement, pour X ou Y raison, mais dans tous les cas, c'est lié au passé. Tu vois, il y a des gens, automatiquement, ils ont la rage de réussir parce qu'ils ont vécu dans la misère. Donc c'est logique pour eux, ils veulent en sortir. Mais pour autant, tu as des gens qui ont aussi vécu dans la misère et qui ne font rien. Pourquoi? Parce qu'un élément passé peut être déclencheur de la rage des tripes ou il ne peut pas l'être aussi. Par contre, on a tous la capacité de pouvoir développer cette rage ou cette envie via ce qu'on a déjà eu comme passé. Moi, en l'occurrence, j'ai pas une histoire, je pourrais pas écrire un livre sur mon passé, du moins, il va falloir que je fasse des choses avant. Parce que j'ai pas vécu dans la misère, j'ai vécu dans une famille qui m'ont tout donné. J'ai cette chance, cette gratitude d'avoir une famille qui vit bien, j'ai pu manger à ma faim, tu vois, j'ai pu avoir ce que je voulais, j'étais un enfant pourri gâté. Sans dire que mes parents, voilà, ils étaient dans l'excès. Mais j'avais tout ce que je voulais, quoi. Donc, j'avais pas cette rage de réussir, en fait. J'avais aucune raison de réussir, d'ailleurs. Moi, ma rage, je l'ai tirée du fait d'être trop normal. Et en fait, à un moment, j'étais vraiment épuisé. J'en avais marre d'être comme tout le monde. J'avais envie de me démarquer. J'avais envie de me faire connaître par qui j'étais, en fait. Et pas être juste le mec au milieu de tout le monde. Tu vois, à l'époque, le seul moyen de me démarquer que j'avais trouvé, c'était de faire rire tout le monde. J'étais un peu le petit clown. Donc c'était mon moyen à moi, tu vois. Je me sentais important, je me sentais aimé et connu parce que je faisais rire les gens. Et en fait, j'en ai eu marre au bout d'un moment d'être trop normal et je voulais me démarquer et je voulais en fait être connu par qui je suis, mes valeurs, par ce que je peux faire dans cette planète. Et donc ma rage, elle s'est tirée de ça. Elle s'est pas tirée du fait de vivre une vie très compliquée, d'être dans la misère, de vouloir m'en sortir, de vouloir de l'épanouissement ou quoi. Non, je voulais juste sortir de cette. J'ai oublié le nom pour parler de quelque chose de normal, quelque chose de médiocre, Ouais, banal, ok. médiocre. Ouais, c'est ça. J'avais envie de sortir, j'avais envie de me démarquer en fait. Et j'ai sorti cette rage de là en fait. Hmm. Et, et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est surtout lié au pourquoi de la personne. Moi, tu vois, je t'ai posé la question au tout début Ouais. de l'interview, pourquoi tu vas t'entraîner, etc. Et à chaque fois que quelqu'un me rejoint, je vais lui demander pourquoi tu t'entraînes et de le mettre sur le papier. Tu vois, comme ça, à chaque fois,
que ça sera dur à l'entraînement parce qu'en fait l'entraînement il y a des fois où on n'a aucune motivation, on est fatigué, Je te le jure. le taf ça s'est mal passé, enfin genre ça fait partie, tout le monde a ça, Tout le mais monde. si tu as un pourquoi puissant, tu iras quand même t'entraîner, tu vois. Mm. Et je pense que arriver à bien le verbaliser, à le mettre sur le papier avec des mots, je pense que ça peut être un bon élément pour Mm. développer cette rage-là. Mm. Ah, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, hyper intéressant. Et ensuite, donc on a parlé notamment de ce premier défi là en solo dans les volcans d'Auvergne. Mm. C'est lequel pour toi, dans tous les défis que tu as fait, qui a été le plus difficile, où tu es allé chercher le plus loin? Alors, il y en a deux. Il y en a un où je suis allé chercher le plus loin dans la douleur physiquement, l'envie d'abandonner. Et un autre où je suis allé chercher très loin sur un autre aspect qui est ultra intéressant. Alors, on va parler du premier déjà. Le premier, c'est, selon moi, traverser Annecy-Chambéry, première tentative. On est deux, on part à deux, on part trop tard, on part mal équipé avec un sac à dos. Euh, il pleut, tempête en plein milieu, c'est la merde. On finit à 3 heures du matin et au 62e kilomètre. Il nous reste 10 kilomètres de ligne droite à faire, de pleine nuit à 3 heures du matin. On n'a pas mangé, manque un peu d'eau. Et là c'est l'abandon mental. Et là, c'est Pour full. l'audience, tu peux rappeler ce que ça représente Annecy-Chambéry? Bien sûr. La traversée de Chambéry-Annecy, alors, elle peut se faire de deux façons, sur du plat ou par les montagnes. Moi, en l'occurrence, je l'ai fait par les montagnes. Donc, en fait, moi, tu commences à Chambéry, à la gare de Chambéry, au centre-ville, et tu vas jusqu'à Croix du Nivolet, Mont-Revard, Semnoz, et après, tu arrives à Annecy, ça représente 72 km et 3800 mètres de D+. Et donc là, la première tentative, j'ai échoué au 62e kilomètre, abandon. Clairement, abandon. Et donc, c'était très très dur parce que c'était vraiment le premier. Déjà, j'avais communiqué dessus. Donc, tu vois, c'est super important de le comprendre aussi. Déjà que ce soit dur physiquement et mentalement, parce que forcément, si j'abandonne, c'est que c'est très très dur et très compliqué. Derrière, je savais aussi que j'allais devoir accepter communiquer sur un échec. Mais au final, c'était super. Et j'ai remarqué d'ailleurs un truc, c'est qu'une communauté réagit beaucoup plus à l'échec qu'à la réussite. Mon audience a beaucoup plus interagi avec moi et m'a soutenu, m'a supporté beaucoup plus dans l'échec que dans la réussite. Parce que des fois, quand tu réussis trop, les gens s'habituent à ce que tu réussis et pensent que c'est normal que tu réussisses. Donc, je dis pas qu'il faut faire des échecs exprès pour crédibiliser tout ça, mais c'est important d'être transparent sur ce que tu fais. Et le deuxième, celui qui était le plus intéressant, Thomas, ça a été la traversée de la moitié de la France. Pourquoi? Parce que de base, personne sur la planète, mis à part 3 personnes, savait que je faisais cette traversée. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que du coup, ça laisse place à l'abandon. Beaucoup plus facilement. Quand tu communiques sur ce que tu vas faire, tu as en quelque sorte une obligation d'aller au bout. Mais quand personne ne le sait, tu as toutes les raisons pour abandonner. C'est beaucoup plus simple d'abandonner quand personne ne le sait. Et donc en fait, moi l'idée de faire cette traversée, c'est qu'en fait un jour je me retrouvais à Lyon, je faisais que de travailler pour ma boîte, c'était génial, je kiffais ça. Sauf qu'à un moment, mes parents sont partis dans le sud de la France, dans un appartement qu'ils ont, où moi j'y vais presque toutes les années. Et cette année-là, je suis pas allé et j'aurais dû être avec eux, profiter. En plus de ça, il y avait mon meilleur ami, un très bon ami qui était là-bas. Tout le monde me narguait, m'envoyait des messages, tu devrais être là, tu devrais être avec nous. Et en fait, un soir, j'ai pété un plomb et je me suis dit, bah non, je vais les rejoindre. Comment je vais les rejoindre? Je vais pas prendre un avion ou quoi, comment je peux faire? Je tourne ma tête, je vois mon vélo. Notre regard se croise avec le vélo et je me dis, putain, et pourquoi pas faire un truc de fou? Et en fait, ça a été super complexe parce que du coup, personne me soutenait en fait. J'avais aucun soutien, j'avais aucune personne qui était là pour m'aider. J'étais tout seul à traverser la moitié de la France à vélo. C'était la première traversée que je faisais à vélo, donc j'apprenais tout. Des douleurs pas possibles. J'étais mal équipé, j'avais pas de pédale automatique, j'avais un sac à dos, douleur aux mains, douleur aux fesses, douleur partout. Et là, c'était très complexe. Et surtout cette notion et personne ne savait que je faisais ça, ça rajoute quelque chose. Ça rajoute quelque chose mental, énormément mental. Et donc, ouais, elle a bien été marquée celle-ci, en termes de difficulté quand même. Ouais, ça a été quelque chose. Hmm. Et là, tu vois, pour cette traversée, Mhm. bah, du coup, tu nous as dit que ça s'est fait un peu à l'improviste, quoi, au dernier moment. Mhm. C'est quelque chose que
t'aimes bien mettre en place, cette espèce, pas d'incertitude, mais de spontanéité, on va dire, tu vois, tu te dis, ok, j'ai un truc en tête, boum, je le fais direct, même si c'est énorme, c'est gros, je le fais. Ou alors tu préfères quand même en général avoir un petit peu plus de préparation avant? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je trouve du plaisir et de l'intérêt dans les deux en fait. Les deux vont m'apporter quelque chose de différent à moi et ma communauté et tout le reste. Mais j'aime bien les deux. Bah là, typiquement, le dernier en date où vraiment je l'ai fait de façon spontanée, bah, c'était hier. Donc hier, j'avais une conférence. J'intervenais dans l'université l'IUT d'Annecy, une conférence sur comment créer justement un projet en lien avec notre passion. Donc en l'occurrence l'aventure et le sport. C'est super intéressant. Et en fait, bah, je me suis dit, ben non, mais en fait, bah, je vais y aller en vélo. Et donc bah, j'ai fait 100 km pour faire cette conférence-là, à vélo, dont la moitié, donc 55 km de nuit, après la conférence à 21h. Et donc ça, c'était façon spontanée, personne ne le savait. J'ai même pas encore communiqué dessus, donc personne ne le sait. Mis à part les gens dans la conférence, du coup, ça s'est su un petit peu au début. Il y a deux personnes qui m'ont demandé comment je suis venu. J'ai dit en vélo. Ils m'ont dit, mais attends, mais tu viens d'où? Et au final, bah, tout le monde dans la conférence l'a su, alors que je l'avais même pas évoqué pendant la conférence. C'est juste que le bouche à oreille. Et j'ai remarqué un truc super intéressant, c'est que les gens étaient beaucoup plus attentifs lors de mon intervention. Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que si là maintenant je te dis Thomas, j'ai réalisé une course de 1000 km, oui tu vas dire c'est dingue, mais ça va pas tant te faire de l'effet. Que si tu me vois en live vivre ça, ce 1000 km, que tu sois en physique ou à distance, là c'est quelque chose de fou, tu vas vivre ça en fait avec moi. Et donc je me suis dit, bah oui, je vais parler de ce que j'ai déjà fait pendant la conférence, alors ils vont se dire, ouais c'est bien, c'est cool, mais ça va pas les ancrer. Si je veux les ancrer, je dois faire quelque chose pendant qui vont marquer le coup. Et donc les 100 km étaient là aussi pour tester ce phénomène-là. Et c'est vrai que ça a beaucoup plus ancré la salle et ils étaient beaucoup plus avec moi en fait, beaucoup plus attentifs. Parce que d'un côté, ils savaient que j'étais en train de faire un challenge de fou pendant ces conférences-là et que je vais repartir après la conférence pendant qu'eux ils vont rentrer dormir. Moi, je vais faire 55 km de nuit, quoi. Ouais, Et donc carrément. c'était ça, sympa. Donc ouais, mélange des deux, spontané et prévu, j'adore les deux. J'adore aussi les organiser parce que j'adore organiser, faire le trajet, prévoir la nutrition, la nourriture, l'eau. J'adore ça. Donc je prends du plaisir dans les deux, honnêtement. Ok, super génial. Et du coup, là, tu nous as dit que ta vie d'entrepreneur, tu donnes des conférences, tu te mets des gros défis qui peuvent être spontanés ou qui peuvent être préparés, mais donc du coup, tu as une prépa pour ça. Comment tu vas organiser tes journées? Je pense que ça va être hyper intéressant. Je pense qu'on a pas mal de gens, et moi le premier qui suis dans ce cas-là où je m'entraîne, euh, j'entreprends à côté, Mm. j'ai toujours mon activité de kiné, ma vie familiale, etc. Comment toi tu mets tout ça en place dans ton quotidien? Ouais, c'est sûr que l'organisation, c'est un très grand sujet. Moi, déjà, j'ai la chance, parce que c'est une chance d'être à mon compte, donc d'avoir monté mes boîtes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de CDI ou de salariat, alors qu'avant, je l'avais. Donc, avant, si tu m'aurais posé la question encore avant, ça aurait été peut-être limite encore plus intéressant. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de temps. Dans tous les cas, tu le sais très bien, quand tu es entrepreneur ou tu as un projet, les gens pensent que tu as une liberté de temps, c'est génial, tu choisis quand tu bosses. Rien à voir, tu bosses 10 fois plus. Enfin, tu bosses 10 fois plus si tu veux en vivre. Ouais. Voilà, important. Mais enfin bref, pour répondre à ta question, c'est très simple. Moi déjà, je dors peu. Et c'est important de le dire. Et c'est pas une fierté non plus. Là, j'aimerais passer vraiment à une stabilité de 7 heures de sommeil par jour. Aujourd'hui, je suis plus à 5-6 heures. Donc c'est sûr que ça me permet déjà d'avoir des plus grandes journées. C'est important de le mentionner parce que je vais être totalement transparent. Mais j'aimerais bien passer à 7 heures parce que j'en ai vraiment besoin avec 15 heures de sport par semaine. Donc, priorité numéro 1 pour moi, c'est le sport. Parce que c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ce que je fais sur les réseaux, j'ai des objectifs, j'ai une vision, tout est prévu par rapport à ça, donc ça c'est ma priorité. Donc déjà, je vais toujours avoir une première séance qui va être à mettre dans la journée et une séance de muscu très souvent le soir. Donc j'ai 2 séances par jour approximativement. La séance de muscu, elle est toujours réglée en fonction des semaines. Il y a une semaine, c'est toujours à 16 heures, une semaine toujours le soir vers 20h, 21h. C'est en fonction d'un collègue à moi qui est en alterné en fait sur les semaines, donc je vais par rapport à lui. Et ensuite, je cale ma séance quand je veux dans la journée. Et donc, en fait, je vais simplement regarder mon agenda et quand est-ce que j'ai un créneau, je me mets le créneau. Et tout le reste de mon temps, je suis derrière l'ordi, je bosse. Tout le reste, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sauf si je me prévois des petits moments pour aller faire d'autres activités. Sinon, je bosse. J'adore ça, c'est ma vie. J'adore être derrière mon PC. J'adore bosser, j'adore tout prévoir. C'est ma passion aussi. Donc, en fait, avant, j'avais cette structure super importante de ma vie, de quand est-ce que j'allais faire ça.
Maintenant, en fait, j'aime tellement ça que je pense même plus à la structure, je bosse juste. Si je fais pas de sport, je bosse. Si je bosse pas, Mhm. je fais du sport. Mhm. Ou alors c'est prévu à l'avance, il y a un voyage, il y a une activité, je sais que je vais aller dans une autre ville voir des amis, il y a une soirée qui est prévue, il y a quelque chose, ok. Mais mon temps il est Mhm. basé comme ça en fait, tout Yes. simplement. Yes. Et toi, t'as une copine, t'as une vie de couple, ou c'est parce que Non, je pense que ça peut intéresser ouais, justement totalement. dans cette organisation-là. Ouais. Non, 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 j'ai pas j'ai personne aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand il y a une personne dans ma vie, forcément, je dois mettre des priorités en place, je dois m'organiser encore plus. Mais le gros avantage que j'ai, c'est qu'encore une fois, je peux structurer mes journées et mes semaines comme je veux. Donc, en fait, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de programmer des sorties ou des choses à l'avance pour pouvoir avoir plus de visibilité et prévoir les choses. Parce qu'en fait, moi, vu que je suis à mon compte, il y a moins de spontanéité dans mon quotidien. Mm. S'il y a un appel, il y a un appel, tu vois. Je peux pas, Mm. allez, sors, on fait une connerie. Si j'ai un truc de prévu, Ouais, j'ai un truc de prévu, quoi. ouais. Quand t'es en salariat, tu sais très bien que tu es dispo de 18h à 22h, par exemple. Moi, ça se trouve, j'ai un appel à 20h, tu vois. Mm. Donc, je prends en considération mon agenda, mais en vrai, non, il n'y a pas vraiment de choses vraiment importantes par rapport à mon agenda. Juste, en fait, j'ai une to-do list il faut que je la fasse. Et je bosse, quand je m'entraîne pas, je bosse. Sauf quand j'ai envie de faire autre chose, quoi. Moi, Mm. mon moment de plaisir, il y a des personnes, ça va être Netflix, ça va être machin, se balader. Mon moment de plaisir, c'est de faire du sport. Le reste, je bosse, je kiffe ça, hein. Et Mm. développer mes Ouais. projets, développer ma boîte, c'est mon avenir. Ouais, je suis d'accord. Je suis un peu pareil aussi. C'est genre moi, je prends du plaisir à être derrière mon ordi, Mm, à mm, découvrir des mm. choses, à tester des trucs, etc. Et cette sensation-là, et ça rejoint ce que tu disais, d'encourager tout le monde à entreprendre suffisamment longtemps, bien sûr, pour avoir des résultats. Mais c'est une sensation incroyable quand tu fais les choses pour toi et tout. Mm, mm. C'est exceptionnel. Mais Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, même si ça paraît simple dans ce que je dis, c'est quand même beaucoup ouais, de travail. Voilà, faut pas c'est oublier que ouais. quand on prend du recul sur ce que je viens de dire, quand je ne fais pas de sport, je bosse, c'est-à-dire que Mm. je bosse toute la journée, quoi. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de Et travail. Oui, ça me passionne. Oui, c'est bien, mais c'est du travail, c'est du travail. Il y a des fois, voilà, je me couche à 4h, 5h du matin. Là, il y a 2 jours, je me couche à 4h du matin, 5h du matin parce que je travaillais. Il y a des échéances, il y a des priorités, il y a des notions de temps. Quand il est 18h dans un salariat, tu termines, tu es chez toi, c'est fini. Tu y penses 2, 3 fois dans la soirée, ok. Moi, non, moi j'ai une échéance, il faut que je bosse dessus. Peu importe Mm. si je loupe une nuit ou quoi que ce soit, il y a des priorités, Mm. il y a des échéances à tenir. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, il y a plein de. Il y a ce qu'on voit en surface et il y a plein de tâches que tu dois faire qui sont chiantes. Ouais, ouais. Mais que tu dois y aller, tu dois les faire. Bah oui. Je pense que même 80% du temps d'entrepreneur, c'est ça. Du moins au début, parce qu'après, le but, c'est justement de les enlever, de les déléguer ou quoi. Bien Mais sûr. De à un certain niveau, et au début, c'est pas toute évident. façon, Euh, là où je te rejoins, c'est qu'un entrepreneur, dans tous les cas, par définition, c'est un mec qui résout des problèmes. ouais, Un exactement. entrepreneur, c'est ça. Dans ton quotidien ou dans ton activité, tu résous un problème. C'est ça, tu résous des problèmes. Donc, si t'aimes pas les problèmes déjà, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour toi. Non, il faut aimer les Mais problèmes, il faut mais aimer résoudre des problèmes. c'est aussi ce qui est stimulant et ce qui donne. Bon, il faut avoir ce côté curieux, mais pareil, comme la rage de vaincre sur un défi ou quoi, Mm, je pense que ça se développe aussi. mm. Et surtout, si on rejoint ce qu'on a dit plus tôt, si tu trouves une passion, quelque chose que tu adores, y a pas de raison que tu n'aies pas cette curiosité. Oui, je suis d'accord. Ouais, ouais, totalement. Euh, du coup, maintenant, voilà, on a parlé de tes défis. Niveau entraînement, comment ça se passe? Comment tu structures? Est-ce que tu es accompagné, tu es suivi? Mm. Est-ce que tu gères toi-même? Est-ce que tu as commencé à nous le dire tout à l'heure que tu as commencé à structurer progressivement ton entraînement? Euh, Comment tu vas gérer ça? Eh ben, c'est très simple. De base, j'ai commencé à me structurer moi-même, à m'intéresser, à faire des programmes. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon, Antoine, si tu es coach euh, et que tu prétends dire à tout le monde que faut être accompagné parce que c'est vraiment un levier, eh ben, tu dois l'être aussi. Mm. Et donc, bah, moi aussi, je suis accompagné par une personne, du coup, qui est un ancien athlète au niveau de la team Salomon, qui m'accompagne au quotidien, qui me fait mes plans d'entraînement trail principalement. Le reste, c'est moi qui gère.
mais principalement trail, parce que toutes mes échéances sont particulièrement sur le trail. Donc voilà, j'ai mon coach qui me fait mes entraînements parce que je passe des fois des journées à faire les plans d'entraînement des autres, mais je passe pas du temps à faire le mien. Donc je préfère le faire déléguer totalement, totalement. Ouais, carrément. Et comment ça s'organise concrètement ta semaine d'entraînement en général? Je sais pas si tu as des semaines types, genre par exemple, tu vois, Hmm. 2 séances d'intensité, ou Non, comment ça s'organise? j'ai pas vraiment de semaine type. Très honnêtement, je déconnecte mon cerveau par rapport à ça et je suis bêtement mon programme. Ça me fait du Hmm. bien en fait. De pas Hmm. devoir aussi mettre du temps à prévoir tout ce qui me concerne, etc., à préparer une compétition. Non. Mon coach, il connaît mes échéances, il connaît mes compétitions, il sait mes lacunes, il sait mes points forts. Et derrière, il me fait un plan d'entraînement en conséquence. Moi, je suis bêtement, je l'enlève mon cerveau. En fait, mon but à moi, c'est de gagner du temps. Mais comme en fait un client pour nous, tu vois, Thomas, que ce soit toi en ton activité ou moi, nos clients, ils veulent être sûrs qu'ils vont atteindre leurs objectifs, que ce soit pour réparer une blessure ou pour réaliser une compétition, une aventure, et gagner du temps. Ils n'ont pas envie de faire des recherches eux-mêmes, de devoir tout calculer, de savoir ce qu'il faut faire, de se renseigner sur comment réparer une entorse ou moi, comment réaliser le GR20. Non, ils veulent quelqu'un qui va lui faire gagner du temps. Et moi, du coup, c'est exactement ce que je cherche avec mon coach. Je veux me déconnecter sur un plan et suivre. Donc, en l'occurrence, lui, il me fait tout ce qui concerne le trail. Donc, ça prend en compte renfort et les sorties de course. Il y a toujours 1 à 2 sorties spécifiques par semaine. Des spécifiques, ça peut être des fractionnés en côte, ça peut être des seuils, du VMA, plein de choses. Et derrière, tout le reste de sport, je mets moi en application. Donc tout ce qui est vélo, tout ce qui est musculation, tout ce qui est étirement, c'est moi qui fais de façon totalement autonome, en plus de son programme à lui. Yes. Et du coup, tu nous as dit que ça représentait environ un volume de 15 heures par semaine. C'est ça, ouais, c'est ça. Et il est Entre toujours 12 à 15 heures. stable. Ok, il est toujours stable ce volume ou alors, Ouais. tu vois, de temps Ouais, en ouais. temps, il va venir diminuer. Est-ce que tu vas essayer de tendre à l'augmenter progressivement ou pour l'instant, tu as ce sweet spot, on va dire, Mm. à 15 heures qui te permet de bien progresser justement? En vrai, en fait, j'ai remarqué que mon programme va tout le temps changer en termes de volume, mais je vais toujours rester à peu près dans cette zone de 12 à 15 heures parce que je vais compenser. Exemple très concret. Là, je suis en prépa pour ma backyard. Donc, mon volume de course va augmenter. Donc, forcément, je vais mettre moins de temps dans la muscu. Donc, en fait, je vais rester sur les 12-15 heures par semaine. Mm. Mais seulement, je vais avoir plus de courses et moins de muscu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je, Mhm. je, je, je jauge comme ça. Là, typiquement, je me suis blessé il n'y a pas longtemps une entorse à la cheville. Je ne pouvais plus courir. Donc, mon volume de course a baissé, mais j'ai augmenté mon volume de muscu à Mm. 6 heures par semaine. En fait, je compense simplement comme ça. Et là, typiquement, Yes. je me suis blessé hier comme un con à l'épaule. Donc là, je vais devoir arrêter la muscu et je vais mettre plus de temps dans le vélo peut-être. Donc en fait, j'arrive toujours à aller chercher 12 à 15 heures par semaine. Mm. Seulement, les sports vont changer, l'intensité va changer et plein d'autres choses vont changer. Mais les Yes. 15 heures, ça me va bien. Ça représente 2 heures par semaine, par jour, avec 1 ou 2 jours à 1 heure et un peu plus dans le week-end par exemple. Ça me va bien, 12-15 heures. Pas mal. Ok. Ok, au top tout ça. Et du coup, bon, on a parlé de tes défis, de l'entraînement. Niveau projet professionnel, là, tu nous as Mhm. dit que tu faisais des conférences. Tu as Born for More qui est ton entreprise principale aujourd'hui, celle où C'est tu mets ça, le plus gros exactement, focus. totalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà peut-être sur la partie conférence, genre Bien sûr. qu'est-ce que tu vas enseigner, qu'est-ce que tu vas transmettre et voilà pour qui, comment tu as Mm. commencé à faire ça aussi? Eh ben écoute, j'ai commencé à intervenir en conférence en 2023 sur scène. Et j'ai toujours adoré ça parce que, comme je t'ai dit, j'adorais la communication et l'art de s'exprimer. Et donc, naturellement, pour moi, c'était important de pouvoir intervenir et de léguer un petit peu ce que je sais. Et en plus de ça, j'ai un amour forcément pour laisser mon empreinte. Donc, en fait, ça matchait bien les deux. Ça matchait plutôt bien. Et donc, j'ai toujours fait ça. Et là, cette année, j'ai des opportunités dans les universités. Donc, ils m'ont trouvé principalement via LinkedIn. Si je vous donne un petit tuyau pour les gens qui veulent intervenir en université, LinkedIn, ça marche plutôt bien au-delà des autres réseaux. Et donc, c'est eux qui sont venus à moi pour me demander d'intervenir. Donc, j'ai intervenu sur 2 conférences d'université, donc l'IAE d'Annecy et l'IUT d'Annecy, en un mois. Et les deux des sujets différents. Celle d'hier à l'IUT, c'était sur comment oser se lancer et créer un projet en lien avec notre passion, principalement sur l'aventure et le sport, marché sportif. Et la dernière que j'ai faite, totalement différente, l'approche, c'était sur comment continuer à pratiquer du sport outdoor sans abîmer la planète.
Parce que c'est vrai que ça dégrade beaucoup, que ce soit des compétitions de course à pied, de running, de quoi que ce soit, des randonnées, ça abîme pas mal la planète. Donc c'était une conférence sur en fait l'impact des sports outdoor sur l'écosystème et l'environnement. Donc ça c'est un truc que j'adore faire, ouais, j'adore intervenir, j'ai vraiment envie de continuer de le faire, ça me permet de rencontrer plein de nouvelles personnes, de laisser un peu mon empreinte, de rendre ce que moi j'aurais voulu recevoir à l'époque avec des bons intervenants. Non, j'aime vraiment bien ça, même pour tu vois, pour moi-même en fait. Au-delà de l'impact que ça peut avoir ou quoi que ce soit, putain, j'aime bien faire ça. Genre ça me stimule bien, j'aime bien. Franchement, ça me Carrément. remplit de bonheur d'être conférencier. Et c'est et du coup, t'as envie de tourner ça en un vrai business, parce qu'il y en a certains, c'est leur business Ouais, principal oui, de t'as proposer des raison. conférences, voilà, progressivement d'augmenter leur prix, augmenter Mm. euh, les tailles de leur audience à chaque fois. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie de structurer justement, ou alors c'est vraiment voilà, plaisir. Déjà, est-ce que tu es rémunéré par Non, exemple? Je pense non, non. aucune conférence que j'ai fait a été rémunérée. Aucune. Ok. C'est du bénévolat que je fais, j'adore ça. Ouais. Vraiment, je te dis, Ok. c'est le plaisir de base, hein. Mais Ouais. non, j'ai jamais réfléchi à structurer ça, très honnêtement, Thomas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, comme Mathieu Blanchard, Loury, Mm. qui sont conférenciers, donc forcément, il faut les rémunérer pour qu'ils interviennent. Mais j'ai jamais pensé à rémunérer ça ou en faire une activité. Pour moi, c'est vraiment une Mm. façon de communiquer, Passion. Ouais. ouais, crédibilité, visibilité et plaisir perso. Et peut-être que ça changera, Mm. qui sait. Mais pour l'instant, Ouais. c'est comme ça. Mais j'ai pas vraiment Ouais. réfléchi à structurer les choses par rapport à ça, non. Ok. Ok. Et du coup, de l'autre côté, tu coaches, tu accompagnes. Comment ça se structure? Comment j'ai Est-ce que structuré ça, quoi. ouais, est-ce que c'est purement de l'entraînement? Tu m'as dit aussi que c'était pour préparer des aventures plutôt. Ouais, ouais. En fait, si tu veux, moi c'est simple, born for more, donc qui veut dire né pour plus. Ça vient simplement du fait que, en fait, j'étais toujours né pour plus, mais je m'en rendais pas compte. Et on est tous nés pour plus, tous la capacité à faire plus de choses, mais des fois avec le quotidien, le travail, le CDI, on se met vite dans des barrières, dans un enclos, et nos passions se taisent, nos envies se taisent, nos objectifs aussi. L'idée de born for more, c'est de se rappeler qu'on est tous nés pour faire de grandes choses et qu'on a tous cette capacité de le faire, donc de prévoir des choses qui nous dépassent. Donc, Born for More, c'est un mouvement, c'est un collectif où l'idée, c'est de pouvoir accompagner des personnes uniquement qui ont des objectifs. Je n'accompagne pas des personnes qui veulent se remettre en forme ou qui veulent juste commencer la course à pied. J'accompagne uniquement des personnes qui me disent Antoine, j'ai un projet. Mon projet, c'est de faire le GR20. Mon projet, c'est de faire la diagonale des fous. Mon projet, c'est de faire 24 heures de vélo. Mon projet, c'est de faire la traversée en vélo de Shanghai à je ne sais pas. Voilà. Moi, j'accompagne des personnes avec des projets et je vais être leur bras droit. Je vais faire tout leur plan d'entraînement chaque semaine. On va avoir un appel bi-hebdomadaire pour pouvoir voir comment ça se passe. Tous les entraînements sont faits. Je les analyse chaque soir, leurs entraînements qu'ils ont fait dans la journée pour être vraiment précis. On a des appels ensemble. Je leur fais un plan de course ou un plan d'aventure. Une personne qui a une aventure, une compétition, je vais analyser le trajet. On va prévoir les points d'eau, on va prévoir la stratégie de nutrition. L'idée, c'est vraiment de leur faciliter la vie, leur donner des compétences, leur faire gagner du temps et pouvoir s'assurer qu'ils aillent au bout de leur objectif. Peu importe quel est leur objectif, que ce soit un triathlon, je te donne quelques-uns pour que moi, ce soit super concret. Céline, pardon, si elle m'entend, elle va me tuer. Céline, qui veut faire la traversée du lac d'Annecy à la nage. Sébastien, qui va faire le semi-marathon de La Rochelle ce week-end et un marathon de Nantes dans un mois. J'ai Louis qui va faire un morceau du GR 370. J'en ai plein d'autres, quoi. Il y a vraiment plein de. Le marathon de Paris pour Caroline, etc., etc. Donc il y a plein de projets différents et moi l'idée c'est d'intervenir et de les aider à réaliser au bout de leur objectif. Ouais, yes. Et de permettre de leur enlever toute la partie, on va dire, mentale et réflexion, comme on le disait avant, Ouais. sur l'entraînement. Enfin, je pense que c'est pas le bon terme de dire leur enlever la partie réflexion, mais justement leur laisser la partie réflexion uniquement sur l'action, C'est comme ce ça. qu'on a parlé Ils se juste avant. concentrent sur l'action, ouais, ouais. Moi Ils en se fait, concentrent sur l'action. je suis vraiment leur bras droit. Je leur fais Ouais. gagner du temps, de l'énergie et je les apaise à l'idée de préparer tout ça, de devoir se renseigner. Non, non. Moi, on va tout faire ensemble. On va analyser le parcours, on va prévoir la stratégie nutritionnelle, on va prévoir tout ce qui concerne ta compétition et tout ce qui est en amont, on va le bosser ensemble. Chaque semaine, tu as ton plan d'entraînement, tu sais ce que tu fais dans la semaine, ce que tu dois t'entraîner, ce que tu dois faire. Je te fais des retours pour te dire si c'est bien, si c'est pas bien, si on avance, si on n'avance pas, etc., etc. Donc moi, vraiment, je libère de l'esprit aux gens pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leur passion, ce qu'ils font au quotidien et les entraînements. Et moi, je gère le reste.
Mais je le fais Trop avec eux. bien. Parce que le but, c'est de leur léguer aussi des compétences et des connaissances pour qu'ils puissent devenir autonomes, comprendre ce qu'ils font et pouvoir continuer à progresser, même si un jour ils décident de stopper à mes côtés. Ouais, je te rejoins sur ce côté autonomie aussi. Je trouve que c'est tellement important d'éduquer les personnes aussi sur leur entraînement, ne pas les rendre dépendants, Mm. savoir pourquoi on fait les choses. Moi, pareil, tous les gens que je suis, quand on s'appelle au début, c'est toujours il faut que tu me challenges. Tout ce que je vais te donner, ça va avoir un sens, ça va être fait pour une raison. Challenge-moi, demande-moi pourquoi on fait ça, etc. Et comme ça, c'est stimulant et la personne s'autonomise derrière. Mm. Et le but, c'est que on travaille 3 mois, 6 mois, 1 an, mais qu'après, tu puisses vraiment faire ça tout seul. Et ça, je trouve que c'est même peut-être la meilleure partie Ouais, et pour autant, c'est rare. du job. Pourquoi? Parce que, très honnêtement, et je le dis de façon très Ouais, transparente, niveau business, j'ai tout intérêt à ce que tu sois dépendant de moi. ouais, Si je veux, exactement. si je veux que tu continues à prendre mes services et mes produits, bien sûr que je veux que tu dépendes de moi. Mais je le fais pas. Parce que j'ai remarqué que en rendant les gens autonomes, déjà, ils vont prendre beaucoup plus de plaisir à collaborer avec moi. Et au final, même s'ils savent le faire tout seuls et qu'ils savent continuer à s'entraîner, etc., ils vont continuer à bosser avec moi parce qu'ils prennent tellement de plaisir et qu'ils voient tellement de progrès qu'ils n'ont pas d'intérêt en fait à stopper et que c'est leur décision. Et en plus de ça, je les rends pas dépendants. Donc c'est-à-dire que je leur lègue tout ce que je sais en fait. Et les gens adorent ça. Carrément. Mais c'est vrai que si on réfléchit purement business, j'aurais eu de base, si on met sur le papier, plus d'argent si je les rends dépendants parce que je veux qu'ils continuent à consommer chez moi. Mais pour autant, c'est pas la meilleure stratégie et c'est pas forcément cette stratégie qui marche le mieux et qui a le plus de bons retours positifs. Parce que moi, ce que je veux, c'est que bien sûr, on est au bout de l'objectif, mais que derrière la personne, je vais échanger, quoi, et qu'elle me fasse un retour positif et qu'elle me dise Antoine, c'était une aventure de fou. J'ai appris des choses, j'ai grandi, j'ai réalisé ce que je voulais faire. Et let's go, on va prévoir l'autre truc, quoi. Ouais, bah c'est comme ce qu'on disait, laisser là, tu vois, ne pas avoir cette vision court terme. Là, on parle surtout pour les coachs, pas être focus que sur le résultat, etc. C'est vraiment avoir cette vision long terme, créer un vrai écosystème, que les gens vous changiez leur pratique du sport, vraiment avoir cette transformation. 100%. Et sur le long terme, c'est des résultats, des résultats incroyables, hein. Et la clé, moi, s'il y a des gens qui souhaitent monter un projet ou qui veulent devenir entrepreneur plus tard, moi, je peux donner le plus gros conseil, mais la clé au début, quand on commence une activité, c'est de faire les choses gratuitement. C'est vraiment le plus gros conseil business que je peux donner à n'importe qui. C'est-à-dire que, exemple très concret, là, j'ai une personne qui m'a donné un avis sur Trustpilot aujourd'hui qui s'appelle Mathis. Mathis, c'est un mec qui m'a envoyé un mail plus un message. Il était tellement motivé, il m'a envoyé les deux. En fin 2025, il me dit Antoine, j'ai vu ta vidéo YouTube, c'était exceptionnel. Là, je suis en train de prévoir une activité grâce à toi. Je vais faire 198 km de marche-course en Finlande. Et là, je commence dans 2 jours. Et à Mathis, je lui ai répondu donne-moi ton numéro, on va s'appeler. Je l'ai appelé, on a passé 1h30 au téléphone et j'ai fait que de lui donner des conseils gratuits. Je lui ai tout dit. Vraiment, je lui ai tout appris, tout dit. Pendant sa traversée, il a payé aucune prestation. Il ne savait même pas que je vendais quelque chose. Pendant sa traversée, il m'appelait tous les soirs pour me faire un récap. Il m'envoyait des vidéos. Et je l'ai suivi tous les soirs. Parce que moi, ça me plaisait, c'est ma passion en plus. Et à la fin, il a terminé ça, il a réussi. Derrière, c'était logique pour lui de continuer à mes côtés et qu'on bosse vraiment ensemble et que je lui propose quelque chose pour continuer, pour aller prévoir ses autres objectifs. Et tout ça, peut-être que ça ne serait jamais arrivé, j'aurais peut-être jamais collaboré avec lui si je n'avais pas donné énormément de choses gratuitement, en fait. Et ce conseil-là, ça vaut pour toutes les activités. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Alexandre, qui veut être photographe. Okay, photographe, c'est très compliqué, on ne t'est pas connu d'aller venir vers quelqu'un, d'aller vers Thomas, ouais, Thomas, je te fais un shooting, c'est compliqué. Par contre, si le mec il arrive et dit Thomas, on ne se connaît pas du tout, je m'appelle Alexandre, je suis photographe, tu sais quoi, ça fait 2 jours que je bosse sur quelque chose pour toi, j'ai vu ce que tu faisais sur les réseaux, en vrai je suis trop chaud qu'on aille se prendre un cabinet de kiné et que je te prenne en photo avec 2 de tes clients, tu amènes 2 de tes clients, je te prends en photo, on fait ça une journée, je te le fais gratuit, si ça te plaît bien, on pourra faire d'autres choses ensemble. Tu vois la démarche? Toi tu vas dire, mais bien sûr, on va aller faire ce shooting, let's go. Mais bien sûr, au moins tu donnes un... En fait, c'est comme si tu arrives avec un burger dans la rue, tu fais goûter un croc au burger. Mais bien sûr que le mec, il a envie de manger le burger, tu vois. En fait, il faut donner, c'est la règle, il faut donner. Exemple très concret en ce moment, le truc qui marche le mieux, qui est en train de détruire des métiers, mais qui marche le mieux, c'est les sites internet créés par l'IA. Là, les gens, ils font quoi comme strat?
tu démarches cold call, donc appel froid. Tu appelles, tu dis oui, bonjour monsieur Martin, j'ai vu que vous n'avez pas de site internet dans l'activité. Ne vous inquiétez pas, je vous en ai déjà créé un. Est-ce que vous êtes disponible ce soir à 19h pour que je vous le montre? Tu te rends compte le délire? En fait, tu n'es pas un méchant qui veut vendre. Tu n'es pas en train de vendre quelque chose. Tu arrives au mec, tu lui donnes quelque chose. Tu vas lui faire goûter et s'il veut consommer plus, tu lui proposes quelque chose. Mais au moins, la personne, elle sait à quoi s'attendre. Elle a déjà testé, elle a déjà vu. Elle voit que tu as une bonne démarche, que tu as déjà fait quelque chose avant même de le côtoyer, de le connaître, de lui proposer quelque chose. Et là, tu vois, c'est un truc de fou. Et moi, c'est ce que je fais dans mon activité. Moi, dans mon activité, je fais une semaine d'accompagnement et de plan d'entraînement gratuit pour toutes les personnes qui bossent avec moi. Donc là, aujourd'hui, c'est les personnes qui m'entendent derrière ce podcast. Moi, je fais une semaine de plan d'entraînement gratuit. On teste, tu testes le plan d'entraînement en fonction de tes compétences. On fait un gros appel, je te fais remplir un formulaire, on teste tout, je te fais un plan d'entraînement. Si à la fin des semaines d'entraînement, tu es convaincu, tu as envie de continuer avec moi pour préparer tes aventures et tes compétitions, let's go, je te proposerai quelque chose de financier. Mais d'abord, tu testes une semaine gratuite. Et crois-moi que 95, et ce chiffre-là, je ne sors pas de nulle part, 95% des personnes qui ont fait cette semaine ont converti directement en clients parce qu'ils ont envie de continuer et qu'ils sont convaincus que ça va leur apporter tout ce qu'ils ont besoin pour réaliser l'objectif. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est le plus gros conseil business. Et aujourd'hui, tu es tout seul sur ce projet-là ou tu as des équipes? Ouais. En fait, si tu veux, ma dernière entreprise, donc ma plus grosse, ma première que j'ai commencé en 2021, on est monté à 10 dans la boîte. Donc, on avait des bureaux à Lyon, on était 10 employés. C'était exceptionnel. Donc, on était 3 associés, 10 employés. Et en fait, quand ma passion a changé, j'ai tout voulu recommencer de zéro. Et je voulais commencer seul en fait. J'avais envie de ce stimulus de me dire je vais tout recréer comme je veux en fait. Avec mes choix, mes couleurs, ma façon de faire. Et donc là je suis tout seul et je suis encore tout seul. Bien sûr que je vais être amené à déléguer parce que je ne suis pas magicien non plus. On est bien d'accord, je pense que tu connais. Mais pour l'instant je fais tout seul. Et c'est un grand kiff. Ouais. Et c'est une chance. Et je trouve que là, c'est vraiment un ressenti perso, mais tout faire tout seul dans un premier temps. Enfin, l'année dernière, j'ai voulu déléguer un petit peu trop tôt certaines choses. Très intéressant ça. Ça n'a pas forcément. Et j'ai voulu déléguer, ce qui est très intéressant, des tâches que je n'aimais pas faire. Où c'était pas ma zone d'expertise. Et je me suis vite rendu compte, en fait, que du coup, je pouvais pas donner des bons feedbacks, je pouvais pas, j'avais aucun lead alors que c'est mon entreprise, ça devrait être moi qui pilote parce que je n'avais pas les compétences et faire les choses seul au début et ça rejoint ce qu'on dit à l'entraînement, aller tester, aller faire des choses, faut mettre les mains dedans. Quand t'aimes pas faire quelque chose, genre par exemple le montage vidéo par exemple, si t'en as jamais fait avant, tu vas pas pouvoir dire au monteur auquel tu délègues, j'aimerais que ce soit comme ça, que le cut tu me le mettes comme ça, que tu mettes un effet comme ça, comme ça. Mais bien sûr. Et du coup, alors le process est long, c'est chiant, des fois c'est fatigant, mais franchement, ça en vaut la peine. Et là, moi, c'était mon goal de cette année, c'est un peu de tout reprendre, d'apprendre de ce que j'avais fait, tu vois, justement, des actions que j'avais menées, et de reprendre justement en mode un peu solopreneur, tu vois, là-dessus. Et je pense que c'est cool et c'est un peu ce que tu as envie de vivre aussi. Mais moi je vais encore plus loin dans ta réflexion, c'est que pour moi c'est obligatoire. Ouais. Même demain, regarde, demain tu veux embaucher un monteur vidéo, tu veux embaucher n'importe quoi. Le mec il te dit ça va me coûter 100 € par heure parce que ton réel je le fais en 1 heure. Mais si tu n'en as pas créé un de réel toi-même, comment tu sais combien de temps? Ça se trouve, le mec il est en train de te dire ça, alors que le réel tu l'as fait toi-même. Tu lui dis frérot, je le fais en 15 minutes le réel moi d'habitude, pourquoi 1 heure? Tu vois? Ouais, c'est clair. En fait, tu perds le contrôle de la négociation, de l'embauche, pendant l'activité. Tu sais pas ce qu'il fait la personne, tu sais pas comment lui donner des conseils, tu sais pas comment lui transmettre tes idées. En fait, non, il faut que ça veut pas dire que tu dois être expert dans tous les domaines de ta boîte, on est bien d'accord, mais il faut que tu mettes les mains dans la merde un minimum dans tous les domaines pour que tu saches de quoi on parle. C'est trop important. C'est clair. Ouais, non, et ouais, même dans la vente, tu vois, le closing, le setting, comment tu veux avoir un mec sous tes bras que tu coaches, que tu aides dans ton équipe, qui est un employé, qui est un mec qui bosse avec toi, si tu connais même pas le setting, le closing, tu n'en as jamais fait. Tu vois, le mec qui te dit j'ai envoyé 50 messages aujourd'hui, mais oui, mais moi quand je le faisais, j'en envoie 100, on fait comment? Tu vois, mais ça se trouve, tu vas te dire 50, tu vas dire waouh, c'est incroyable,
Et le mec, Hmm. comment tu fais pour analyser ces chiffres? Le mec, imagine, il t'apporte 3 clients par mois. C'est pas assez, t'arrives pas à en vivre, t'arrives pas à le payer. Mais d'où vient le problème? Tu fais comment? Bah, d'où vient le problème? Bah, je vais le changer. Bah, non. Hmm. Analyse. Ok, d'où ça vient? Tu t'envoies combien de messages par jour? Hmm. Ok, sur tous les messages, combien te répondent? Ok, en fonction de tout ça, tu vas savoir où est le problème. Ok, bah, ton problème à toi, c'est que tu as un taux de réponse qui est pas assez élevé. C'est-à-dire que ton premier message que tu envoies, il n'est pas assez pertinent. Le problème, il vient de là. Non, tu as un taux de closing qui est mauvais. Pourquoi? Parce que tu viens en appel, monte tes appels. Ok, bah, tu viens en t-shirt, tu viens en retard. Tu vois? Hmm. Comment tu fais pour en fait Hmm. leader ton équipe correctement si tu sais pas de quoi tu parles et ce qu'ils font? Hmm. Donc non, moi je vais plus loin dans ta réflexion. Pour moi, c'est obligatoire. Hmm. C'est Ouais, obligatoire c'est avant clair. de déléguer. C'est clair. C'est clair. Totalement d'accord avec toi. Euh, Antoine, je crois que je t'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Est-ce que toi, tu avais d'autres trucs sur lesquels tu voulais revenir? Non, mais je peux donner un petit truc, ma petite vision, ma façon de penser. C'est qu'aujourd'hui, peu importe les personnes qui nous écoutent, s'il y a des choses qui vous font vibrer, il faut y aller, quoi. Hmm. Euh, En fait, il y a trop de personnes qui perdent leur passion, et moi je le vois au quotidien avec des gens de tout âge, principalement quand on passe la trentaine. En fait, notre vie fait qu'on perd nos envies, nos objectifs, nos passions, les choses qui nous font vibrer, et on se met dans une vie monotone. Et c'est pas forcément mauvais. Je suis pas en train de dire oui, le salariat c'est mauvais, oui, pas avoir de passion c'est mauvais. Non. Mais ça rend la vie n'a plus trop de goût en fait, de saveur. Si vous avez des choses qui vous font vibrer, des envies, des passions, certes, ça va vous faire peur, certes, ça va vous demander de sortir de vos zones de confort, mais allez-y. Faites des petites choses par petites choses. Prenez le courage d'aller tester des choses, de lancer un projet, de faire un premier réel, de partir à l'étranger. Faites ce qui vous font vibrer parce qu'en fait, vous allez les mettre de côté dans un tiroir et vous n'allez plus jamais les ouvrir. Et quand vous allez arriver sur le pied de mort, malheureusement, les 50 plus grands regrets, ça concerne toujours des choses qu'on n'a pas fait, pas dit ou pas assez passé de temps. Toujours. On n'a pas assez passé de temps avec notre famille. On n'a pas fait un projet qu'on voulait faire. On n'a pas dit je t'aime à cette personne parce qu'on l'aimait au moment-là. C'est toujours la même chose. Donc faites, dites, passez à l'action, testez, apprenez et vivez une vie sans regret, sans remords. Parce que la douleur que vous allez ressentir de ne pas avoir fait quelque chose sera jamais aussi forte que la douleur d'avoir échoué ce que vous voulez faire. Jamais. Never. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je dis toujours, bon c'est un peu, c'est une phrase un peu loin, mais je dis toujours, je suis prêt aujourd'hui à mourir, ça me dérange pas, j'ai pas peur de la mort, parce qu'en fait, j'ai aucun remords et regret. Tout ce que je voulais dire, je l'ai dit, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Et ça vous rend vraiment vivant, en fait, de vivre comme ça. Donc, forcément, ça n'arrive pas en une seconde, mais juste dites ce que vous voulez dire, faites ce que vous voulez faire, et que vous échouez ou non, dans le pire des cas, dans le pire des cas, la douleur que vous allez ressentir ne sera strictement rien par rapport à la douleur de ne pas savoir si ça allait marcher ou pas du tout. Dans tous les cas, c'est soit vous retournez à la situation d'avant, soit vous réussissez la chose que vous voulez faire. Vous avez tout à gagner en fait. Et même une personne qui veut faire de l'entrepreneuriat ou monter un business, un projet aujourd'hui, n'oubliez jamais que la pire situation, c'est juste d'avoir un CDI et de vivre une vie confortable et d'avoir de l'argent et monter votre famille. Je veux dire, il n'y a pas pire en fait. Tu vois? C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, tu montes un projet, tu montes ta boîte, tu en vis. Dans le pire des cas, tu retournes dans la vie que 99% des gens vivent. Donc, les gars, il n'y a pas trop de risques. Lancez-vous. C'est tout. Très clair, très clair. Merci pour ce mot de la fin, Antoine. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bah, mes réseaux de prédilection sont Instagram et YouTube. Donc, Tripose Antoine, Antoine Tripose. Et après, je suis disponible aussi sur TikTok, LinkedIn, mais c'est des réseaux plus secondaires. On va dire Instagram pour le format court, pour les stories, pour me voir en daily. Et puis YouTube pour en apprendre un peu plus sur ma vie, mon parcours et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Si là n'est pas forcément très haut, hein, il y a encore beaucoup de travail, on est bien d'accord. Mais voilà. Trop bien. Et bah, merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment passionnant. Merci Et à toi, Thomas. puis, à une prochaine. Bah, à une prochaine. Franchement, merci de l'invitation. C'était super sympa. J'ai beaucoup aimé tes questions, ta pertinence. Donc, Thomas, à très vite. Allez, à très vite.